Le 12 novembre 2025, des astronomes ont confirmé un événement qui changera à jamais la recherche de vie extraterrestre. Pour la première fois de l'histoire, ils ont détecté une éjection de masse coronale sur une étoile autre que notre Soleil. Et ce que cela signifie pour les planètes potentiellement habitables est absolument dévastateur. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette découverte, publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature, n'est pas seulement une avancée technologique impressionnante, c'est un avertissement cosmique, une révélation qui pourrait expliquer pourquoi l'univers semble si silencieux. Pourquoi, après plus de 60 ans à scruter le ciel avec des radiotélescopes comme Arecibo, Green Bank et le projet SETI, à la recherche de signaux provenant de civilisations extraterrestres, nous n'avons absolument rien trouvé. Parce que, peut-être, juste peut-être, les éjections de masse coronale sont en train d'anéantir la vie, avant même qu'elle n'ait une chance de se développer. Mais avant de plonger dans les implications terrifiantes de cette découverte, laissez-moi vous raconter exactement comment nous en sommes arrivés là, car il ne s'agit pas d'une observation fortuite, réalisée en une seule nuit. C'est le résultat final de décennies de recherches frustrées, de télescopes pointés vers des milliers d'étoiles pendant des années, dans l'espoir de capturer le moment précis où l'une d'entre elles libérerait une explosion massive de plasma magnétisé dans l'espace. Et finalement, après tant d'échecs, le 12 novembre, ils ont réussi. Le télescope spatial XMM Newton de l'Agence spatiale européenne, travaillant en parfaite synchronisation avec le radiotélescope LOFAR, situé aux Pays-Bas, a détecté quelque chose d'extraordinaire, une étoile située à des années-lumière de distance. Venait d'éjecter environ 1 milliard de tonnes de matière stellaire ionisée dans l'espace interstellaire, à une vitesse estimée à plus d'1 million de kilomètres par heure, directement vers toute planète malchanceuse qui aurait la malheur d'être sur sa trajectoire mortelle. Maintenant, pensez-y un instant et laissez la magnitude de cet événement s'imprégner dans votre esprit. Notre Soleil fait cela constamment, environ une fois par semaine. Pendant les périodes de forte activité solaire, qui se produisent tous les 11 ans, lors du cycle solaire, le Soleil projette une éjection de masse coronale dans l'espace interplanétaire. La plupart de ces éjections passent complètement à côté de la Terre. Elles se dispersent simplement dans le vide spatial, mais quand, occasionnellement, une de ces explosions massives de plasma frappe directement notre planète, elle peut provoquer des pannes électriques massives, affectant des millions de personnes, détruire des satellites de communication valant des centaines de millions d'euros, perturber les systèmes GPS mondiaux et créer des aurores boréales brillantes, visibles à des latitudes inhabituellement basses. La tempête solaire la plus puissante jamais enregistrée dans l'histoire humaine fut l'événement de Carrington de 1859. Pendant 2 jours consécutifs en septembre de cette année-là, une série d'éjections de masse coronale a frappé la Terre avec une force sans précédent. Les câbles télégraphiques, qui à cette époque représentaient la technologie de communication la plus avancée, ont littéralement brûlé et pris feu. Des opérateurs télégraphiques ont rapporté avoir reçu des décharges électriques. Les aurores étaient si brillantes et si étendues que les habitants des Caraïbes et de Cuba pouvaient les voir clairement dans le ciel nocturne. Certains chercheurs d'or dans les Rocheuses se sont réveillés à minuit, croyant que c'était le jour, en raison de l'intensité des aurores. Si un événement de cette magnitude se produisait aujourd'hui, les estimations suggèrent qu'il causerait des dommages de plus de 2000 milliards de dollars. Rien qu'aux États-Unis, des millions de transformateurs électriques seraient détruits de façon permanente. Il faudrait des années, peut-être des décennies, pour tous les remplacer. La civilisation moderne s'effondrerait temporairement. Mais voici la partie cruciale que vous devez comprendre. Tout cela
s'est produit avec le champ magnétique terrestre nous protégeant activement. Tout cela s'est produit avec 150 millions de kilomètres de distance entre nous et le Soleil, permettant au plasma de se disperser et de perdre une partie de son énergie. Tout cela s'est produit avec une étoile, notre Soleil, qui est relativement calme et stable. Comparé à la plupart des autres étoiles de la galaxie, en particulier les naines rouges, maintenant, imaginez un scénario complètement différent et beaucoup plus terrifiant. Imaginez une planète sans un champ magnétique fort et robuste comme celui de la Terre. Imaginez un monde jeune, avec une vie microbienne primitive, commençant à peine à se développer dans des océans primordiaux peu profonds. Imaginez cette planète orbitant autour d'une étoile significativement plus active que notre Soleil. Une étoile qui n'éjecte pas de plasma une fois par semaine pendant les périodes de forte activité, mais potentiellement plusieurs fois par jour, tous les jours, pendant des milliards d'années, à des distances orbitales beaucoup plus proches que la Terre du Soleil, avec des éruptions individuelles libérant 1000 fois plus d'énergie que tout ce que le Soleil a produit au cours des 5 derniers milliards d'années. Laissez-moi vous décrire exactement ce qui arrive à cette planète quand elle est frappée répétément. L'éjection de masse coronale, voyageant à plus d'1 million de kilomètres par heure, et chargée de particules de haute énergie, impacte violemment l'atmosphère supérieure de la planète. Le plasma surchauffé, avec des températures dépassant 1 million de degrés Celsius, arrache littéralement des molécules entières d'oxygène moléculaire, d'azote, de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau. Les particules ionisées interagissent avec les atomes atmosphériques, leur transfèrent une énergie cinétique massive et les accélèrent jusqu'à des vitesses de libération. Ces molécules sont dispersées de façon permanente dans l'espace interplanétaire, couche par couche, année après année, millions d'années après millions d'années. L'atmosphère protectrice se désintègre graduellement, sans cette protection atmosphérique cruciale. Le rayonnement ultraviolet de haute énergie de l'étoile bombarde directement la surface planétaire sans aucun filtre. Il stérilise complètement les océans superficiels, détruit les molécules organiques complexes, rompt les liaisons chimiques essentielles à la vie, efface complètement toute trace de chimie prébiotique, et qui pourrait éventuellement conduire à des formes de vie en l'espace de 100 millions d'années, ce qui à l'échelle cosmique est pratiquement un clin d'œil. Cette planète est réduite à un rocher mort et stérile, sans air respirable, sans eau liquide à la surface, sans aucune possibilité que la vie puisse jamais émerger ou persister. C'est exactement ce que l'équipe internationale d'astronomes, dirigée par des scientifiques de l'Université de Leiden aux Pays-Bas, a observé directement le 12 novembre 2025. Il ne se contentait pas d'observer un phénomène stellaire intéressant pour publier une publication scientifique. Ils étaient témoins du mécanisme exact, du processus physique spécifique qui pourrait être en train de transformer systématiquement des planètes potentiellement habitables en déserts stériles et inhabitables à travers toute la galaxie, à cet instant précis. Et voici la partie qui devrait vraiment vous faire marquer une pause et reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur la vie extraterrestre. Pendant plus de 4 décennies, les scientifiques astrophysiciens savaient théoriquement que les éjections de masse coronale devaient se produire sur d'autres étoiles que le Soleil. La physique fondamentale des dynamiques de plasma magnétisé le prédisait clairement. Les modèles computationnels sophistiqués de l'activité stellaire le simulaient constamment. Les équations de magnéto-hydrodynamique le confirmaient mathématiquement. Mais jamais, pas une seule fois en 70 ans d'astronomie moderne, il n'en avait observé une directement. Pas une seule éjection de masse coronale stellaire n'avait été confirmée observationnellement. Le problème fondamental est purement technique et extrêmement difficile à résoudre.
Quand notre Soleil éjecte du plasma magnétisé, nous pouvons le voir relativement facilement, parce que nous sommes astronomiquement proches. 150 millions de kilomètres semblent une distance énorme à l'échelle humaine, mais à l'échelle cosmique, nous sommes pratiquement collés à notre étoile. Nous pouvons utiliser des instruments spécialisés appelés coronographes, qui bloquent artificiellement la lumière intensément brillante du disque solaire et nous permettent d'observer les structures beaucoup plus ténues du plasma s'étendant dans la couronne. Mais essayez de faire exactement la même chose avec une étoile située à des dizaines ou des centaines d'années-lumière. La lumière photosphérique de l'étoile est tellement dominante et brillante que les éjections de masse coronale, qui sont déjà des structures relativement ténues, deviennent complètement invisibles, noyées dans l'éclat stellaire. C'est comme essayer de voir une bougie allumée, placée juste à côté d'un phare de recherche industrielle de millions de watts, à des centaines de kilomètres de distance, en plein jour, avec un brouillard dense. C'est techniquement impossible avec les méthodes d'observation directe. Alors, les astronomes ont dû devenir incroyablement créatifs et ingénieux, très créatifs. En 2016, une équipe de scientifiques a proposé une solution élégante et indirecte. Si vous ne pouvez pas voir l'éjection de masse coronale directement avec des télescopes optiques traditionnels, alors cherchez-la de manière indirecte, à travers ses conséquences physiques. Recherchez les signaux révélateurs électromagnétiques qui sont nécessairement laissés derrière quand 1 milliard de tonnes de plasma ionisé traverse violemment l'espace, à des vitesses qui approchent des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Le télescope spatial XMM Newton est devenu le chasseur parfait pour cette tâche. Cet observatoire spatial sophistiqué détecte spécifiquement les rayons X, le type de rayonnement électromagnétique de haute énergie qu'émet inévitablement le plasma surchauffé quand il accélère de manière explosive à travers des champs magnétiques stellaires intenses et complexes. Quand une éjection de masse coronale massive est lancée depuis la surface d'une étoile, elle devrait théoriquement créer un éclair brillant et inconfondible en rayons X, bref en durée, durant peut-être seulement quelques minutes, intense en énergie, complètement inconfondible, si vous savez exactement quoi chercher. Mais il y avait un autre problème technique significatif, qui compliquait tout. Les étoiles émettent des rayons X tout le temps, pour de très nombreuses raisons physiques différentes. Éruptions stellaires causées par une reconnexion magnétique soudaine, taches stellaires géantes avec des champs magnétiques tordus, événements de reconnexion magnétique dans la couronne, chauffage coronal par onde d'Alfvén. Comment distinguer une éjection de masse coronale de tous ces autres phénomènes qui produisent des signatures similaires en rayons X? C'est précisément ici que le radiotélescope LOFAR entre stratégiquement en jeu. Cet instrument gigantesque, construit aux Pays-Bas, peut détecter des ondes radio de très basse fréquence, typiquement dans la gamme de 30 à 240 MHz. Exactement le type d'onde électromagnétique que le plasma éjecté produit inévitablement quand il interagit violemment avec le vent stellaire environnant et les champs magnétiques interplanétaires. Si vous détectez simultanément un éclair soudain de rayons X et exactement au même moment, vous détectez une explosion correspondante d'ondes radio à la fréquence correcte, prédite par les modèles, avec la signature spectrale correcte, indiquant un plasma ionisé se déplaçant à la vitesse correcte, calculée à partir du déplacement Doppler, alors, et seulement alors, vous avez la confirmation définitive de votre éjection de masse coronale. L'équipe scientifique a pointé soigneusement les 2 télescopes vers une étoile spécifique, soigneusement sélectionnée. Les détails exacts sur quelle étoile précisément n'ont pas encore été entièrement publiés,
parce que la publication scientifique complète dans Nature est encore partiellement derrière un accès payant. Mais nous savons avec certitude que c'est une étoile classifiée comme similaire au Soleil en type spectral. Peut-être légèrement plus active magnétiquement, peut-être un peu plus jeune en âge stellaire, située à une distance spécifique où les instruments terrestres et spatiaux pouvaient capturer des données de qualité scientifique suffisante. Et après littéralement des mois d'observations patientes et systématiques, surveillant constamment, le 12 novembre 2025, c'est finalement arrivé, à un moment donné durant cette journée. Le télescope spatial XMM Newton a enregistré un éclair massif et inéquivoque de rayons X émanant de l'étoile cible. L'énergie détectée était cohérente avec du plasma, chauffé à des températures de plusieurs millions de degrés, presque simultanément, avec un retard de seulement quelques secondes, qui correspondait parfaitement au temps de trajet de la lumière. Le radiotélescope LOFAR a détecté une explosion correspondante, d'ondes radio de basse fréquence. Les données s'emboîtaient parfaitement, comme les pièces d'un puzzle cosmique. La vitesse du plasma, calculée à partir des caractéristiques des ondes radio, correspondait exactement à l'énergie totale de l'éclair de rayon X. La signature spectrale montrait des lignes d'émission d'hydrogène ionisé, d'hélium ionisé, tous les ingrédients chimiques attendus d'une éjection de masse coronale stellaire, selon les prédictions théoriques de Décennis. Pour la première fois dans toute l'histoire de l'astronomie humaine, nous avions vu directement et inéquivoquement une étoile alien lancer 1 milliard de tonnes de sa propre substance dans l'espace interstellaire. Les scientifiques de l'équipe internationale ont travaillé frénétiquement durant des jours entiers pour confirmer méticuleusement la découverte. Ils ont revu chaque octet individuel de données brutes. Ils ont analysé chaque spectre. Ils ont réalisé des simulations numériques, écartant systématiquement toutes les explications alternatives possibles. Ils ont consulté de nombreux experts mondiaux en physique solaire, en astrophysique stellaire, en dynamique des plasmas magnétisés, en émission de rayons X. Tous, sans exception, sont arrivés indépendamment à la même conclusion inévitable. C'était complètement réel. C'était incontestablement la première éjection de masse coronale stellaire jamais observée et confirmée en dehors de notre propre système solaire. La publication scientifique technique a été immédiatement envoyée à Nature, probablement la revue scientifique la plus prestigieuse et rigoureuse au monde. Elle a subi un processus exhaustif d'évaluation par les pairs. Des experts indépendants complètement étrangers au projet original, ont analysé méticuleusement toutes les données disponibles. Ils ont validé rigoureusement les méthodes observationnelles. Ils ont confirmé les conclusions scientifiques. Et finalement, le 12 novembre 2025, Nature a officiellement publié la découverte pour le monde entier. Les titres dans les médias scientifiques ont instantanément explosé. L'Agence spatiale européenne a émis un communiqué de presse officiel célébrant cette réalisation historique. Des universités du monde entier ont organisé des conférences de presse expliquant l'importance de cette découverte. Des astronomes qui avaient littéralement consacré des décennies entières de leur carrière à rechercher exactement ce phénomène pouvaient enfin dire avec une certitude absolue qu'ils l'avaient trouvé. Mais au milieu de toute cette célébration scientifique justifiée, il y avait un courant sous-jacent de profonde inquiétude. Parce que cette découverte ne confirmait pas seulement académiquement que les éjections de masse coronale se produisent sur d'autres étoiles. Elle révélait qu'elles sont probablement beaucoup plus communes, beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus destructrices que ce que quiconque avait anticipé dans les pires scénarios. Laissez-moi vous expliquer exactement pourquoi cette conclusion est inévitable. Quand vous cherchez quelque chose méticuleusement pendant 4 décennies et que vous le trouvez finalement lors de l'une des premières tentatives systématiques,
Cela signifie généralement, statistiquement, que le phénomène n'est pas rare du tout. Cela signifie que votre technologie a finalement atteint le seuil minimum de sensibilité où elle peut le détecter. Et si vous avez détecté un événement littéralement dans les premiers mois de recherche systématique et coordonnée, cela implique fortement qu'il y a énormément d'événements similaires là-bas, attendant d'être trouvés quand nous pointerons plus de télescopes. Pensez à l'analogie historique parfaite de la première détection confirmée d'une exoplanète en 1995. Les astronomes recherchaient activement des planètes autour d'autres étoiles depuis des années sans aucun succès. Quand ils ont finalement détecté sans équivoque la première orbitant l'étoile 51 Pégasi, absolument personne n'a pensé « Oh génial, il y a exactement une planète là-bas et nous l'avons déjà trouvée ». Ils ont pensé « Oh mon Dieu, cela signifie qu'il y a potentiellement des milliards de planètes dans toute la galaxie ». Nous avions juste besoin de développer des instruments suffisamment sensibles pour enfin les voir. Exactement le même raisonnement statistique s'applique ici parfaitement. Cette éjection de masse coronale détectée le 12 novembre n'est pas un événement unique et rare. C'est la première observation confirmée de probablement des trillions d'éjections qui se produisent chaque année à travers toute la Voie lactée. La plupart complètement invisibles pour nos télescopes actuels en raison des limitations technologiques, la plupart frappant des planètes lointaines que nous ne verrons jamais directement, la plupart effaçant systématiquement des atmosphères qui auraient potentiellement pu abriter la vie. Et voici la partie vraiment effrayante que les scientifiques commencent à calculer avec des modèles numériques sophistiqués. Notre Soleil est une étoile de type G, classée comme relativement calme et stable par rapport à la population stellaire générale. Les éjections de masse coronale sont certainement violentes quand elles se produisent, mais elles sont relativement prévisibles statistiquement. Elles se produisent principalement pendant les périodes de haute activité solaire, connues sous le nom de maximum solaire, qui se répètent approximativement tous les 11 ans. Et la plupart des éjections individuelles sont relativement faibles en termes d'énergie totale libérée. Les vraiment grandes, les absolument destructrices, comme l'événement de Carrington, sont extraordinairement rares, peut-être une par siècle. Peut-être une par millénaire pour les plus extrêmes, mais énormément d'étoiles dans l'univers observable ne sont pas du tout comme notre Soleil tranquille. Les naines rouges, qui représentent approximativement 75% de toutes les étoiles dans toute la galaxie, sont connues pour être incroyablement actives magnétiquement. Elles entrent constamment en éruption avec des éruptions stellaires massives. Elles lancent des éruptions qui libèrent 1000 fois, 10 000 fois, même 100 000 fois plus d'énergie que tout ce que notre Soleil a produit au cours des 5 derniers milliards d'années de son histoire. Et si leurs éruptions stellaires sont des ordres de grandeur plus fortes, leurs éjections de masse coronale associées sont probablement aussi proportionnellement plus destructrices. Maintenant, combinez ce fait terrifiant avec un autre fait également important, les zones habitables autour des naines rouges, la région orbitale où une planète peut maintenir de l'eau liquide à sa surface, sont dramatiquement beaucoup plus proches de l'étoile que la zone habitable autour du Soleil. Parce que les naines rouges sont intrinsèquement beaucoup plus froides et moins lumineuses. Une planète doit être significativement plus proche pour recevoir suffisamment de rayonnement thermique et maintenir des températures de surface compatibles avec l'eau liquide. Mais si vous êtes orbitalement plus proche de l'étoile, vous êtes inévitablement plus proche des éjections de masse coronale quand elles sont lancées. Vous recevez des impacts directs avec une fréquence beaucoup plus élevée. Et quand ces impacts arrivent, finalement, transférant moment et énergie, ils sont absolument dévastateurs pour toute atmosphère.
Une étude technique récente, publiée dans Astrophysical Journal, a calculé numériquement qu'une planète située dans la zone habitable d'une naine rouge particulièrement active pourrait être frappée par une éjection de masse coronale vraiment catastrophique tous les quelques années terrestres, pas chaque siècle, pas chaque millénaire, pas chaque décennie, chaque quelques années. Et chaque impact individuel arrache une portion significative, mesurable de l'atmosphère totale, l'envoyant irréversiblement dans l'espace. Sur des échelles de temps géologiques, disons 100 millions d'années, cette planète malchanceuse finit complètement nue atmosphériquement, sans air respirable, sans protection contre les radiations, sans aucune possibilité lointaine de développer une vie complexe multicellulaire. Cela a des implications absolument massives et fondamentales pour toute la recherche scientifique de vie extraterrestre. Durant les 30 dernières années, les astronomes ont été véritablement enthousiasmés par la découverte explosive de milliers d'exoplanètes dans des zones habitables stellaires. Proxima Centauri b, notre voisine planétaire la plus proche, située à seulement 4,2 années-lumière, orbite précisément dans la zone habitable de Proxima Centauri, une naine rouge. Le système Trappiste 1 possède 7 planètes confirmées, dont 3 sont potentiellement habitables, selon des modèles climatiques, toutes orbitant autour d'une autre naine rouge. Il existe littéralement des milliers de candidats catalogués comme planètes potentiellement habitables dans notre galaxie immédiate. Mais si les naines rouges bombardent constamment, implacablement, leurs planètes orbitales, avec des éjections de masse coronale destructrices, alors la majorité écrasante de ces mondes sont très probablement stériles, des roches mortes, avec des atmosphères arrachées il y a des milliards d'années, jamais reconstituées. Et voici le tournant le plus profondément inquiétant de cette histoire. Même si une planète chanceuse réussit miraculeusement à développer la vie primitive, même si des formes microbiennes simples apparaissent dans des océans primitifs peu profonds, même si ces formes de vie commencent lentement à produire de l'oxygène moléculaire, et par le biais de la photosynthèse, et à construire graduellement une atmosphère chimiquement respirable, une seule éjection de masse coronale, suffisamment puissante et directe, peut littéralement tout effacer en quelques siècles, réinitialiser complètement l'horloge évolutive à zéro, obliger la vie à recommencer depuis le tout début, si elle le peut. Sur Terre, nous avons connu 5 extinctions massives, bien documentées dans les archives fossiles. L'astéroïde impacteur, qui a violemment éteint les dinosaures il y a 66 millions d'années, les éruptions volcaniques massives en Sibérie, qui ont presque éteint toute la vie multicellulaire il y a 250 millions d'années. À chaque fois, contre toute attente, la vie a rebondi avec résilience. Elle s'est adaptée évolutivement. Elle a évolué dans de nouvelles directions. Mais imaginez un scénario alternatif, beaucoup plus terrible. Imaginez si, en plus des astéroïdes impacteurs aléatoires et des éruptions volcaniques occasionnelles, vous deviez également composer évolutivement avec des éjections de masse coronale, vous frappant destructivement tous les quelques milliers d'années, arrachant systématiquement votre atmosphère protectrice, irradiant directement votre surface planétaire avec des rayons ultraviolets mortels, brûlant les océans de surface avec des rayonnements ionisants, sans aucun filtre. Les probabilités statistiques qu'une civilisation technologique intelligente parvienne à émerger dans ces conditions environnementales sont pratiquement nulles. Et peut-être, juste peut-être, cela explique enfin le célèbre paradoxe de Fermi de manière simple et directe. Cette question fondamentale qui tourmente les scientifiques et les philosophes depuis plus de 70 ans, depuis qu'Enrico Fermi l'a posée. Si l'univers observable contient des milliards de planètes potentiellement habitables,
selon nos modèles, où diable sont tous les extraterrestres? Pourquoi n'avons-nous détecté pas un seul signal radio artificiel? Pourquoi le cosmos semble-t-il si vide et silencieux, alors qu'il devrait déborder de civilisation? Peut-être que la réponse est plus simple, plus directe et plus terrifiante que quiconque ne voulait l'admettre. Peut-être que les civilisations technologiques n'émergent pas avec une fréquence significative, parce que les étoiles les tuent systématiquement, avant même qu'elles ne puissent commencer.